Hello, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler maman solo et refaire sa vie. J'ai eu pas mal de questions au fil des mois, des années, de ma grossesse, de mon postpartum, etc. par rapport au fait que j'étais toute seule, de comment on pouvait se gérer les choses. Et j'ai eu pas mal de messages aussi quand j'ai présenté mon conjoint officiellement, que vous connaissez maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait eu beaucoup de messages de femmes déjà que je me suis rendu compte qui étaient et qui avaient été seules aussi, qui soit avaient peur de se remettre en couple, etc. etc. Et je me suis rendu compte que quand tu devenais maman solo, c'était un sujet qui était un petit peu tabou. Et il est vrai qu'on a tous une certaine vision de la famille. Moi-même, avant d'avoir Jojo, j'avais une image du truc parfait qu'on nous vend dans les films, qu'on a peut-être l'occasion d'avoir dans sa propre famille. Et c'est vrai que moi, cette vision, elle a changé le jour où je suis tombée enceinte. Donc on va parler aujourd'hui de l'après, de refaire sa vie, notamment quand on est avec son enfant H24, ou pas d'ailleurs, hein. Mais du coup ça implique encore d'autres problématiques quand il n'y a pas de garde partagée, quand il n'y a pas de reconnaissance de l'enfant, et qu'il est avec toi tout le temps. Avant d'être avec mon conjoint, j'ai eu et rencontré certaines autres personnes, mais ces relations-là n'ont pas forcément fonctionné pour X et Y raisons. Et notamment parce que psychologiquement, je m'en rendais pas forcément compte, mais j'ai vécu un réel trauma, ça a été hyper compliqué. Et puis tu changes quand tu deviens maman, tu n'es plus la même personne, tu n'as plus les mêmes besoins, et parfois c'est compliqué de comprendre ça, et donc de te diriger vers les personnes qui peuvent correspondre à ce genre d'attente. Et du coup, c'est quoi le parcours littéralement de, entre guillemets, reconstruction pour refaire sa vie de façon saine avec quelqu'un quand on a un enfant et que on a le quotidien à deux, entre guillemets. Étape numéro 1, la plus importante et qu'on néglige un petit peu, c'est guérir. Donc moi j'ai vécu littéralement avec l'image de mes deux parents qui vivaient sous le même toit, même si c'était pas toujours rose. Mais dans mon esprit en tout cas, du coup c'était le schéma classique de ok, papa, maman sous le même toit, les enfants et voilà. Même si à mon époque ça a commencé à avoir des parents de plus en plus divorcés, etc. Moi j'étais là en mode ok ça va peut-être pas à la maison mais mes parents sont toujours ensemble. Spoiler alerte, c'est plus le cas. Mais du coup dans la vie on choisit pas forcément, et il est vrai que quand t'as un peu une désillusion face à ça, c'est une sorte de deuil. Le deuil de la vie imaginée, du schéma classique que tu voulais suivre, ou qu'on t'a inculqué aussi. Après moi, le truc qui a été plus facile, c'est que le deuil de cette vision-là, elle a commencé dès que je suis tombée enceinte. Donc du coup c'est vrai que c'était extrêmement difficile au début, puisque y a tout qui s'écroule. Donc c'est vrai que le deuil de la vision a commencé très très tôt pour moi. Ensuite, pour guérir, il faut pouvoir s'attaquer au bon point clé avec les plus grosses problématiques qu'on va avoir. Souvent on a déjà des problématiques quand on est jeune. Personnellement en tout cas, toutes mes relations avant ont été un peu catastrophiques. Je faisais des schémas relationnels toxiques suite à des choses par rapport à l'enfance, et donc c'est vrai que j'avais déjà un peu une idée globale des choses que je reproduisais constamment qui n'étaient pas viables pour moi. Après d'identifier forcément ces peurs, ces blessures qu'on aura en plus eu avec la grossesse aussi, et mine de rien d'affronter tout ça, ça fait peur. Après moi du coup ça faisait quand même pas mal d'années que j'avais déjà un pied dans le développement personnel, j'avais déjà vu des psys, des thérapeutes, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses qui étaient identifiées, je savais déjà sur quoi bosser la plupart des choses. Donc identifier c'est une chose, et après ensuite il faut pouvoir travailler dessus. Ça prend du temps et c'est un truc qui est pas évident non plus et qui est douloureux. Personnellement j'avais fait de l'EMDR, je crois que ça s'appelle, mais ça c'était pendant ma grossesse, pour enlever certains traumas liés par exemple à la tromperie que j'avais eu beaucoup plus jeune avec un ancien compagnon, et ça avait été horrible. Vraiment ça avait été horrible parce que en fait ils te font revivre la situation moult fois pour en fait venir dire ok qu'est-ce que t'aurais changé à ce moment là, qu'est-ce que là, et en fait le fait de revivre, c'est en fait le MDR c'est littéralement quand tu penses à quelque chose, la vision elle est devant tes yeux et t'as les émotions qui vont avec, et le MDR permet en fait quand tu penses à cette scène là, elle est littéralement plus devant tes yeux mais hyper loin, et les émotions c'est pas que t'en as plus vis-à-vis de ça, mais c'est que du coup, ça va pas te faire le même ressenti émotionnel. Je sais pas si c'est compréhensible ou quoi, je sais pas s'il y en a qui ont déjà testé cette technique-là, mais du coup, ça permet de te détacher émotionnellement d'un traumatisme et
d'avoir repris un peu le contrôle sur la chose aussi. Et c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il faut revivre un truc. Il y a d'autres traumas que je suis pas capable encore de passer par le MDR parce que je suis pas capable de revivre la situation. Et voilà. Quand tu deviens maman solo, t'as aussi le problème de culpabilité parce que du coup t'avais envie d'inculquer une certaine vision à ton enfant. Par exemple, pour mon cas, Jojo était un enfant surprise. Donc du coup c'est vrai que c'était pas planifié, c'était pas attendu ni de son côté ni du mien. Donc ça a compliqué certaines choses. Après il y a des mecs qui attendent un enfant, qui sont super contents quand il est là, et puis une fois qu'il est là, bah c'est ciao bye. Et j'ai plein d'abonnés qui m'ont parlé de ça sur Insta, et vraiment mais ça me révolte, bref. Mais c'est vrai que du coup t'as beaucoup de culpabilité, t'as une certaine peur de l'abandon qui se met en place parce que toi tu vas assimiler grossesse à abandon. Donc après dans ta tête t'as certains schémas qui sont compliqués, t'as la rancune aussi qui peut s'installer, et après ça dépend aussi des caractères des gens. Et du coup bah, t'as toutes ces choses là qui sont ancrées dans ta tête, que tu vas venir nourrir encore et encore, qui vont devenir énormes. Et personnellement je me suis pas fait aider en postpartum, j'aurais dû. Quand tu deviens maman solo, tu peux pas tout gérer. On a l'image des girl boss qui gèrent sur tous les fronts, sur tout, qui sont hyper fortes, etc. Mais c'est un putain de mytho, faut arrêter. À un moment donné, on est des humains, et cet idéal d'être capable d'être forte face à toute situation, etc. Faut arrêter, parce que du coup après tu culpabilises de pas être bien, parce que tu te dis ok mais c'est pas normal, c'est que je suis faible, c'est que je suis pas fichue de... Voilà, non, c'est juste qu'on est humain, et que ce qu'on voit sur les réseaux, voilà, c'est loin d'être une vérité universelle, et on voit pas l'arrière, on voit pas ce qui se passe derrière, on voit que ce qu'on montre, et ce qu'on montre, ça sera les parties les plus faciles, les plus youhou, tout doudou. Étape 2, découvrir la nouvelle personne que l'on devient. Au début, quand tu deviens maman, que tu sois en couple ou célibataire, t'as forcément pas le temps de penser à toi. Entre la fatigue, l'enfant, la maison, bon, le congé mat ou le boulot, etc., puisque ça peut durer un certain temps tout ça, et bien du coup on va mettre notre personne de côté. On devient juste la maman qui doit s'occuper de son bébé. Et puis un jour, ton enfant il commence à grandir. Et il va soit en crèche, soit c'est le moment d'aller à l'école. Et là tu te dis, ok, alors d'accord, comment ça se passe? Personnellement Jojo est allée, je crois, à la crèche à 15 ou 16 mois, quelque chose comme ça. Donc sachant que je suis en auto-entreprise, de ma grossesse à son accouchement, à sa naissance, jusqu'à ses 15 mois, il était H24 avec moi. Donc il y a plein de trucs positifs comme des trucs négatifs, mais bon c'est pas le sujet. Et du coup c'est là que j'ai commencé à retourner un peu plus régulièrement à la salle, et à poser un vrai regard, enfin à vraiment me voir, pas juste m'entreapercevoir. Et là je me dis putain, je suis qui c'est que c'est moi. Je parle pas forcément en termes de physique, mais de te reconnecter à toi-même, de te dire ah oui ok, alors déjà je ressemble à ça, du coup là je me vois réellement, je suis là, j'existe en fait. Et puis même t'as la prise de conscience de ok bah qui est-ce que je suis maintenant, parce que ton cerveau littéralement se modifie en devenant maman. Déjà tu vas rencontrer une nouvelle personne qui est ton bébé, que tu dois apprendre à connaître, et en plus de ça toi-même tu dois savoir qui est-ce que tu deviens. Faut retrouver une estime de soi-même, parce que du coup tout ça fait que aussi tu t'es pris une claque dans la tronche, maintenant ta confiance en toi elle est pas ouf en fonction de comment ça s'est passé, etc. Ça peut être plus ou moins compliqué. Faut reconnaître ce que t'as besoin, quels sont tes désirs, tes envies, tes aspirations, tes besoins affectifs, physiquement, comment tu te sens. En fait, un petit peu reprendre le contrôle de toi-même, redécouvrir qui tu es. On a aussi un rapport à notre corps qui se réveille un petit peu, l'entité de femme qu'on est à la base, la féminité, la sensualité, etc. Et je dois avouer que même 5 ans après, et mon conjoint depuis 2 ans et demi, j'ai encore un petit peu du mal sur cette phase-là. Étape 3, c'est définir ses limites. En devenant maman, il y a un truc qui est un peu instinctif, c'est que tu sais tout ce que tu veux plus. Parce que mine de rien, parfois, on se laisse tolérer des comportements envers nous-mêmes par autrui, mais des comportements qu'on n'accepterait pas pour notre enfant. Et du coup, vu que t'as le truc d'être focalisé sur ton rôle de maman, tu vas limite d'abord penser ok ce genre de truc là je ne tolère pas pour mon enfant, donc c'est pas possible. Alors que pour toi avant, tranquille, c'est pas grave, je mérite de toute façon. Donc c'est vrai que quand tu mets déjà à plat aussi tout ce que tu veux pas,
Outre après les schémas toxiques que tu peux avoir à faire, que tu fais inconsciemment et tout, comme ce que j'ai pu faire du coup avant de rencontrer mon conjoint, ben après c'est un peu plus facile. Quand t'as vraiment le déclic et que vraiment tu te penches sur le truc, tu te dis ok, il y a un moment donné, ça suffit les bêtises. Après tout ça, ça prend du temps, ça dépend des personnes, ça dépend de la disponibilité d'esprit, parce que forcément, si tu travailles genre de 5h du mat à je sais pas quelle heure, qu'après t'as ton enfant que si que là machin, et que t'as pas le temps de te poser 5 minutes, forcément ça va s'étaler sur le long terme tout ça. Étape numéro 4, la communication, c'est la chose je pense la plus compliquée à avoir, parce que qui dit communication dit remise en question des deux côtés, ça veut dire travail sur soi-même, ça veut dire ouverture d'esprit, et c'est pas toujours le cas. Et franchement, entendre et écouter, c'est pas juste ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, c'est prendre en considération l'autre, et c'est des choses qui demandent mine de rien une certaine maturité dans ces relations. Maturité qui est contrebalancée par une société où au moindre problème on s'en va. Et je ne lance la pierre à personne parce que c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps. Et il est vrai que t'as des personnes avec qui la communication se fait plus aisément, on va dire. Quand j'ai rencontré mon conjoint, on a énormément parlé. Vraiment, avant qu'il se passe quelque chose, avant que ce soit officialisé et que vraiment, même moi dans ma tête, je me dise ok bah vas-y, on est en couple, on est un noyau, il a mis un peu de temps quand même. Déjà on a mis du temps parce qu'il faut voir si on se correspond, parce que forcément quand t'es maman, t'as un certain rythme de vie qui est qui est pas forcément des plus évidents. Et c'est vrai que la personne en face, il faut voir les réactions, voir ce qu'elle en pense, les réactions qu'elle a par rapport à différents sujets et tout. Enfin, c'est tout plein de choses qui vont te donner des éléments de ok, est-ce que c'est viable ou c'est pas viable. Et c'est vrai que nous, au début, on a énormément parlé de plein de sujets, de plein de choses. Il y a aussi la question qui se pose de quand t'as déjà un enfant, que tu rencontres quelqu'un qui n'a pas d'enfant, il y a aussi la question de est-ce que tu vas vouloir un autre enfant ? Parce que c'est pas parce que toi t'en as déjà un que tu dois imposer à l'autre, que par exemple si tu n'en veux plus, c'est niette. C'est des choses aussi à prendre en considération dans le truc de ok si je veux vraiment plus d'enfants, il faut que la personne en face n'en veuille plus non plus. Et à contrario, si la personne en face en veut vraiment, est-ce que nous on a envie de passer le cap, de se dire ok, de passer outre les traumatismes, parce que pour nous grossesse égale abandon, de se dire ok, est-ce que je retomberai enceinte, est-ce que je suis ouverte au truc, etc. Ça fait partie aussi d'un truc, parce que si tu te lances dans une relation et que dans 3 ou 4 ans ton compagnon te dit ok maintenant j'aimerais bien à mon tour avoir un enfant, est-ce qu'on le fait? Et qu'au final, alors déjà t'as inclus un homme dans la vie de ton enfant, en plus de ça tu te dis ah bah non finalement non, moi j'en veux pas d'autres d'enfants, qu'est-ce que tu me parles, et que là t'es dans un truc comment on fait? C'est pour ça que la communication est encore plus importante dans ce genre de situation-là. En tout cas, ma vision des choses. Et puis même du coup, ça facilite énormément le quotidien. Nous, c'est vrai qu'avec mon chéri, on parle de tout. C'est la première fois pour moi en tout cas que ça se passe de cette manière-là et que je peux être moi-même. Je peux montrer ma vulnérabilité, je peux montrer mes faiblesses, je peux montrer mes craintes, mes doutes, sans me sentir rejetée. En fait, c'est un petit peu comme les enfants. Je disais ça à mon chéri l'autre jour. En gros, les enfants, on dit souvent qu'ils sont terribles avec un des parents, parce que c'est le parent de référence, en qui ils ont confiance, en qui ils savent qu'ils peuvent être comme ils veulent, parce que de toute manière, on va pas les rejeter. Donc, souvent, c'est les mamans qui sont les éléments de référence. On se prend tout. On prend la décharge après l'école, on prend pas les caprices, mais les crises de frustration, etc. Et t'es là en mode j'en peux plus, j'en ai marre. Mais à côté on me dit oui mais c'est parce qu'il t'aime tellement qu'il sait qu'il peut être comme il est, parce que tu vas pas le rejeter, parce que tu vas l'aimer de toutes les façons possibles quand même. Et t'es là ok oui mais du coup c'est dur, mais tu sais que c'est parce que c'est un truc positif. Et là c'est un peu la même chose, tu vois. Genre je sais que je peux être comme je suis, sans me dire ok si genre je suis trop émotive, de toute façon il va me laisser tomber. Non. Je l'ai mis direct dans le bain, parce que bon, étant donné que je suis une personne hypersensible, je vis les choses d'une manière exacerbée pour toutes les émotions, positives et négatives. On a très peu eu de disputes parce qu'on parle de tout et que s'il y a un problème, on en parle. Le fait qu'ils comprennent comment je fonctionne, comment lui fonctionne, ça enlève aussi plein de problèmes, donc c'est beaucoup plus simple à vivre. Et vraiment, c'est la relation la plus saine, la plus compréhensive, la plus...
Et pourtant on vit une relation qui est quand même compliquée puisque mon conjoint il est militaire, donc il y est pas souvent là, donc ça implique plein de choses et du coup la communication fait que ça marche parce que justement la communication est là et que ça permet de créer la bulle, les liens et tout. Et voilà. Étape numéro 5, l'équilibre familial. Une des grosses erreurs que j'ai faites au début, c'est que j'avais tendance à inclure, pas directement, mais très rapidement Jojo pour voir les réactions, pour voir comment ça se passait. Et c'était une grosse erreur, littéralement. Même si du coup ça m'a permis de me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas passables. Et après, parce que j'étais persuadée d'une certaine manière que c'était la chose à faire. Parce qu'il n'y a pas de mode d'emploi de qu'est-ce qu'on doit faire, comment ça doit se passer, combien de temps, nanani, nana. Enfin, c'est dur de déterminer ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas. Mais déjà, le truc le plus important de te dire au début, c'est genre, ok, mon noyau, c'est moi et mon enfant. Après, t'as la personne. Est-ce que la personne peut s'adapter à notre rythme de vie? Est-ce qu'elle peut s'adapter à nos contraintes familiales? Est-ce que ça peut le faire? Est-ce que nous, en l'incluant, est-ce que ça va faire un bon tic-tic, vous voyez? Voilà, c'est plein de choses aussi qui demandent à réflexion et qui prennent du temps. L'étape 6, refaire confiance à l'amour. Baisser sa garde quand on a eu des déceptions, c'est une chose qui est extrêmement compliquée. Et on va, en tout cas pour ma personne, j'ai un comportement auto-saboteur. C'est-à-dire que parfois de me dire ok, tout va bien, c'est pas normal. Il y a anguille sous roche, donc si ça va trop bien, il faut que je déclenche un truc pour voir s'il y a réaction, s'il y a... Voilà. Et du coup, on doit vraiment apprendre à travailler la confiance en l'amour, en la vie, en l'autre et surtout en soi. Se dire qu'on mérite quelque chose, que la vie elle peut être remplie de bonheur, de rire, de moments safe, de calme, d'apaisement, de complicité et que tu peux lâcher prise, que ça existe pour de vrai. Accepter qu'on puisse mériter un amour sain, doux et présent, mais punaise c'est le truc le plus compliqué au monde. Et ceux qui me connaissent personnellement savent que j'ai encore du mal avec ça aussi, parce que quand pendant des années et puis que t'as des traumas autres et que t'as l'impression que genre tous les malheurs, en fait t'as continué de t'enfoncer dans ton malheur parce que tu pensais que c'était la seule chose que tu pouvais mériter de toute manière. Donc quand tu reçois quelque chose de positif, tu te dis c'est un peu bizarre. La reconstruction elle prend du temps, faut de la patience, faut accepter le passé sans pour autant qu'il prenne toute la place aussi. Que chaque action qui va se passer avec ton compagnon soit comparée avec quelque chose d'avant, etc. Enfin, il faut vraiment que ok, ton passé c'est ça, t'as vécu ça, ça explique les réactions vis-à-vis de ça, mais ça doit pas être le sujet global du truc. Mais il faut qu'on puisse savoir que avoir une relation adulte, consciente, respectueuse et pleine de bonheur, ça existe. Et que il faut que dans sa tête ça puisse germer et pouvoir laisser la chance aussi à quelqu'un de te prouver que c'est vrai. Et je dis prouver, mais c'est pas la mission de l'autre personne de se dire ok voilà, on n'est pas chez Cupidon. Si jamais il y en a qui ont des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience par rapport à ça. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.